Il existe des hommes qui se noient 2 fois dans une seule vie. La première fois dans l'eau froide et grise de leur propre pays, au milieu des regards qu'ils connaissent, dans la langue qui les a vus naître, et la seconde fois dans une eau si chaude, si douce, si pleine de lumière et de sourire qu'ils ne sentent même pas qu'ils sont en train de couler. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui appartient à cette catégorie d'hommes. Et le plus terrible dans son histoire, ce n'est pas qu'il ait tout perdu. C'est qu'il ait tout reperdu, une seconde fois, en étant absolument convaincu, jusqu'au dernier mois, qu'il était enfin en train de renaître. Ceci est le message d'un viewer nommé Sylvain. Il me l'a envoyé après avoir hésité, m'a-t-il dit, pendant près d'1 an et demi. Il avait honte. Une honte si profonde qu'il a longtemps préféré la garder pour lui, plutôt que de la confier à un inconnu derrière une caméra. Puis il a changé d'avis. Pas pour se soulager, pas pour qu'on le plaigne, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il existait, quelque part en France et ailleurs, des centaines d'hommes exactement comme lui, au même point précis de leur existence, au bord du même gouffre, en train de regarder les mêmes vidéos qu'il regardait lui tard le soir, dans le silence de son humiliation. Et il s'est dit que si son histoire pouvait en retenir un seul, au bord du vide, alors le prix de sa honte aurait au moins servi à quelque chose. Sylvain Cabrol-Vernoux avait été, pendant la plus grande partie de sa vie, un homme respecté. Un homme qu'on saluait dans les rues de la périphérie toulousaine, qu'on appelait par son nom, à qui l'on serrait la main avec une certaine considération. Il avait construit quelque chose de ses mains, une entreprise, une famille, une maison. Il avait été ce que l'on appelle, dans le langage tranquille des gens installés, un homme qui avait réussi. Et puis, en l'espace de quelques mois seulement, tout cet édifice patiemment monté pendant 3 décennies s'était effondré, pierre après pierre, sans qu'il puisse rien faire d'autre que regarder la ruine se former sous ses yeux. À 59 ans, divorcé, en faillite, déshonoré dans sa propre ville, il s'était retrouvé avec presque rien. Et c'est précisément à ce moment-là, au plus bas de sa chute, que la Thaïlande est entrée dans sa vie comme une promesse. Car c'est ainsi que ce pays se présente à certains hommes, à un certain âge, dans un certain état de désespoir. Pas comme une destination, comme un sauvetage, comme une seconde chance offerte à ceux que la première vie a brisé. On lui avait raconté que là-bas, avec presque rien, un homme pouvait recommencer. Retrouver de la jaleur, de la dignité, un homme qui n'était plus rien en France pouvait redevenir quelqu'un de l'autre côté du monde. Et Sylvain, qui n'avait plus rien à perdre, ou qui le croyait, a fini par tendre les 2 mains vers cette promesse. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est le récit de ce qu'il a trouvé là-bas, de ce qu'il a cru trouver, et de la lente, très lente découverte de ce qui se cachait derrière les sourires, sous la lumière, dans la chaleur de cette eau dans laquelle il s'enfonçait sans le savoir. Je ne vous dirai pas comment tout cela se termine. Je vous demande seulement de l'écouter jusqu'au bout, parce que son histoire n'est pas celle que le titre laisse croire, et parce que la vérité, quand elle apparaîtra, ne ressemblera à rien de ce que vous aurez imaginé. Voici l'histoire de Sylvain, racontée par lui-même. Si les histoires que je raconte vous plaisent, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos malgré mon emploi à temps plein. Merci d'être ici. Pour comprendre comment un homme de mon âge a pu commettre les erreurs que j'ai commises, il faut d'abord comprendre dans quel état j'étais arrivé. Parce qu'on ne fait pas les choix que j'ai faits quand on va bien, on ne les fait que lorsqu'on a déjà tout perdu et qu'on ne le sait pas encore tout à fait. Quand quelque chose en soi cherche désespérément une raison de continuer et qu'on est prêt à la croire cette raison, peu importe d'où elle vient, j'avais construit mon entreprise pierre par pierre, sur plus de 30 ans, une petite société de plomberie et de chauffage, dans la périphérie de Toulouse. Au début, nous étions 2, moi et un ouvrier. Une camionnette d'occasion, un téléphone fixe, un cahier où je notais les chantiers à la main. Et puis, année après année, l'affaire avait grandi. 3 employés, puis 6, puis une dizaine. Un local à nous, des contrats avec des promoteurs, des copropriétés, des bailleurs sociaux. J'étais devenu un patron. Pas un gros patron, pas un homme riche, mais un homme qui faisait vivre des familles, qui payait ses charges, qui était invité au repas de la chambre des métiers, qu'on respectait. Je me levais à 5h30 chaque matin, je connaissais le prénom des enfants de mes ouvriers. J'avais le sentiment d'être à ma place dans le monde. Comment tout cela s'est-il écroulé? Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le résumé est simple et brutal. Un gros client qui ne paie pas et qui dépose le bilan en me laissant une ardoise énorme. Une trésorerie déjà tendue qui ne s'en remet pas. Des banques qui, au lieu de me tendre la main au moment où j'en avais besoin, ont resserré leur ligne de crédit du jour au lendemain, comme si elles attendaient ce signal pour fuir.
Des fournisseurs qui, sentant le vent tourner, ont exigé d'être payés comptant. Et puis l'engrenage, les retards de salaire que j'ai comblés sur mes propres deniers, les emprunts que j'avais cautionnés personnellement de ma propre signature sur la maison familiale. Quand on est artisan, quand on monte une affaire, on signe ses cautions sans y penser vraiment. On se dit que ça n'arrivera jamais. Et puis un jour, ça arrive. La liquidation judiciaire a été prononcée environ 1 an avant mon divorce. En quelques semaines, mon entreprise, ce que j'avais bâti pendant 31 ans, a cessé d'exister. Le local a été fermé, le matériel a été vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Mes ouvriers, ces hommes dont je connaissais les enfants, ont reçu leurs lettres de licenciement. Certains m'en ont voulu, d'autres m'ont serré dans leurs bras en pleurant. C'est l'un des souvenirs les plus douloureux de toute ma vie, ce moment où j'ai dû leur annoncer un par un qu'il n'y avait plus de travail, plus d'avenir, plus rien. Moi qui m'étais toujours vu comme celui qui protégeait, je n'avais protégé personne, pas même moi. Et ensuite est venue la deuxième vague, celle qui m'a achevé financièrement, les cautions personnelles, parce que j'avais engagé mon nom propre sur les dettes de l'entreprise. Ces dettes me sont retombées dessus, sur mon patrimoine privé, la maison familiale, celle que nous avions achetée avec Evelyne au début de notre mariage, celle où nous avions élevé nos 2 enfants, celle où il y avait encore les marques de leur taille tracées au crayon sur le montant de la porte de la cuisine. Cette maison a dû être vendue pour solder les dettes. Je ne l'ai pas perdue dans un incendie, dans une catastrophe spectaculaire. Je l'ai perdue dans des bureaux, sous des néons, avec des formulaires, des signatures et des poignées de main froides. C'est peu être ça le plus terrible dans une faillite. Il n'y a pas de drame visible, il n'y a que de la paperasse. Et au bout de la paperasse, le néant. Une fois tout réglé, une fois les créanciers payés autant que possible, il me restait un capital résiduel de 32 000 euros. C'était tout. Après 31 ans de travail. 32 000 euros, des arriérés auprès des organismes sociaux que j'étais en train d'échelonner, et une retraite future estimée à environ 1 600 euros par mois, que je ne toucherai que dans 3 ans, le temps d'atteindre l'âge légal. Voilà ce que valait, sur le papier, toute une vie d'effort. Mais l'argent n'était pas le pire. Le pire, c'était le regard des autres. Toulouse n'est pas une grande ville anonyme. Dans le milieu où j'évoluais, tout le monde se connaissait, tout le monde savait. Du jour au lendemain, je suis passé de Sylvain, le patron de l'entreprise de chauffage, à Sylvain, celui qui a fait faillite. Le failli. On me le disait pas en face, bien sûr. Les gens sont rarement cruels en face. Mais je le voyais dans leurs yeux. Cette gêne, ce léger recul, cette manière de traverser la rue pour ne pas avoir à me parler ou de me parler trop fort, avec une compassion appuyée qui était pire que le mépris. Les amis avec qui je dînais, ces autres entrepreneurs avec qui j'avais partagé des repas et des projets, se sont écartés. Pas brutalement, lentement. Une invitation qui vient plus, un appel qui n'est pas retourné. Comme si la faillite était une maladie qu'on pouvait attrapé, en restant trop près de celui qui en était atteint. J'ai commencé à mal dormir. Puis à ne plus dormir du tout. Je me réveillais à 3 heures du matin avec le cœur qui cognait, en faisant et refaisant dans ma tête les calculs, les décisions, si seulement j'avais vu venir la défaillance de ce client, si seulement j'avais pas signé ses cautions, si seulement j'avais diversifié. C'était inutile, je le savais, mais mon cerveau tournait en boucle nuit après nuit, comme une machine qu'on peut plus arrêter. Et c'est dans ces nuits-là que j'ai commencé à boire. Au début, 1 verre pour m'endormir, puis 2, puis je ne comptais plus. C'était pas du plaisir, c'était de l'anesthésie. J'avais besoin que mon cerveau se taise, et l'alcool était le seul interrupteur que j'avais trouvé. Mon mariage n'a pas résisté à tout cela. Avec le recul, je comprends qu'il était déjà fragile avant la faillite, mais la faillite l'a achevé. Evelyne et moi étions mariés depuis 31 ans. Elle était orthophoniste, une femme structurée, douce, raisonnable, qui avait toujours géré sa vie professionnelle de façon séparée de la mienne. Pendant que mon monde s'effondrait, le sien tenait debout. Elle avait son cabinet, ses patients, son équilibre. Et je crois qu'à un moment, elle a regardé l'homme que j'étais devenu, cet homme qui buvait, qui ne dormait pas, qui ruminait sa rancœur du matin au soir, et elle a compris qu'elle ne pouvait pas couler avec moi. Je ne lui en veux pas. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus. À l'époque, si. Le divorce a été prononcé alors que j'avais 59 ans.
Il n'a pas été particulièrement violent, il y avait presque plus rien à partager de toute façon. Evelyne a conservé la moitié des actifs liquides qui subsistaient, soit environ 6 000 €, et elle a repris son ancien appartement, celui qu'elle possédait avant notre mariage et qu'elle n'avait jamais vendu, qu'elle avait gardé en location toutes ces années. Elle avait toujours eu cette prudence-là, moi non. Moi j'avais tout misé sur l'entreprise, sur le rêve. Et le rêve avait emporté jusqu'à mon toit. Le coup le plus dur, dans tout cet effondrement, n'a pas été la perte de la maison, ni même celle de mon mariage. Cela a été mon fils. Théophile avait 29 ans. Il était ingénieur agronome installé à Montpellier. Un garçon brillant, droit, sérieux, dont j'avais toujours été immensément fier. Et lui, mon propre fils, m'a tourné le dos. Je crois qu'il avait honte de moi. Je crois qu'il ne supportait pas de voir ce que j'étais devenu et qu'il ne supportait pas non plus peut-être que sa propre histoire familiale, ce roman de réussite qu'il avait raconté à ses amis, à sa compagne, se soit révélé être une faillite. Il a cessé de répondre à mes appels, puis à mes messages. Le silence s'est installé entre nous, épais, total, et il ne s'est jamais rompu depuis. Aujourd'hui encore, mon fils ne m'adresse pas la parole. C'est une douleur que je porte chaque jour et qui ne s'éteindra sans doute que avec moi. Il me restait Apolline, ma fille. Elle avait 26 ans, elle était journaliste pigiste à Paris, elle vivait dans un petit appartement, elle gagnait peu et travaillait beaucoup. Elle ne m'a pas lâché. Elle m'appelait, elle s'inquiétait, elle me disait de faire attention à moi, à l'alcool, à mon sommeil. Mais elle était loin, et elle avait sa propre vie à construire, et je voulais pas être un poids pour elle. Alors je lui mentais, je lui disais que ça allait, que je remontais la pente, que je faisais des démarches. En réalité, je passais mes journées seul dans le petit logement que j'avais loué après la vente de la maison, à regarder le plafond et à boire. C'est dans cet état que j'étais quand l'idée de la Thaïlande est entrée dans ma tête. Et je veux que vous compreniez bien cet état parce que c'est là que tout s'est joué. J'étais pas un homme rationnel qui pèse le pour et le contre. J'étais un homme à terre, humilié, seul, sans projet, sans avenir visible, qui buvait pour dormir et qui se réveillait chaque matin avec la sensation d'être déjà mort. Dans cet état-là, on ne réfléchit plus, on cherche une bouée, n'importe laquelle. La bouée est arrivée par hasard, comme toujours. C'était dans un café du centre de Toulouse, un de ces après-midi où je n'avais nulle part où aller et où je traînais devant un café pour ne pas rester enfermé chez moi. À la table d'à côté, 2 hommes de mon âge, peu être un peu plus vieux, 2 retraités, parlaient fort, et l'un d'eux racontait l'histoire d'une connaissance, un certain type, parti en Thaïlande, à Pattaya, qui s'en était sorti là-bas avec rien, qui vivait comme un roi, disait-il, pour le prix d'un studio en France, qui avait une maison, une femme, du soleil toute l'année, et qui n'aurait jamais voulu revenir. Ici on crève à petit feu, disait l'homme, là-bas on revit. J'ai pas participé à leur conversation, j'ai même pas tourné la tête, mais cette phrase s'est plantée en moi comme un hameçon, là-bas on revit. Le soir même, rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai tapé ces quelques mots, vivre en Thaïlande retraité. Et un monde entier s'est ouvert. Des dizaines, des centaines de vidéos. Des hommes français, allemands, anglais, qui filmaient leur quotidien là-bas. Des hommes de mon âge, parfois plus vieux, qui montraient leur appartement avec vue sur la mer, leur petit déjeuner sur une terrasse baignée de soleil, leur scooter, leur marché coloré, et toujours, presque toujours, une jeune femme souriante à leur côté. Et ils répétaient tous la même chose. Qu'on pouvait vivre là, bas dignement, avec 1 000 € par mois. Que la vie y était douce. Que les gens y étaient chaleureux. Qu'un homme que la France avait jeté pouvait là-bas redevenir quelqu'un. J'ai passé des nuits entières devant ces vidéos. Pendant que je les regardais, je ruminais plus, je rêvais. Et le rêve, après des mois de cauchemars éveillés, c'était une drogue plus puissante encore que l'alcool. Je sortais ma calculatrice, je faisais des comptes sur un coin de table, ma future retraite, 1 600 € par mois. C'était plus que ce que ces hommes disaient dépenser. Donc là-bas, je vivrais, non pas modestement, mais confortablement. Mieux qu'ici. Beaucoup mieux. Et ces 32 000 € qui me restaient ici ne représentaient rien. À peine de quoi survivre quelques années dans un studio en attendant ma retraite. Mais là-bas, me disais-je, ces 32 000 € pouvaient devenir une mise de départ. Le capital d'un nouveau commencement, je sais comment cela doit sonner, aujourd'hui, vu de l'extérieur, un homme ruiné, alcoolisé, déprimé, qui décide de tout miser sur un pays qu'il n'a jamais vu, à 10 000 kilomètres, sur la foi de vidéos d'inconnus. C'est de la folie. Et c'était de la folie. Mais à l'intérieur de ma tête, à ce moment-là, c'était pas de la folie. C'était la seule chose qui ressemblait encore à de l'espoir.
Et un homme privé de tout espoir est prêt à confondre n'importe quelle lumière avec le soleil. J'ai parlé de mon projet à Apolline un soir au téléphone. Je sentais bien à sa voix qu'elle était inquiète. Elle m'a posé des questions précises, des questions de journaliste. Est-ce que j'avais étudié les visas? Est-ce que je savais qu'on pouvait pas travailler là, bas comme on voulait? Est-ce que j'avais conscience que ces vidéos vendaient du rêve? Je lui ai répondu que oui, que j'avais réfléchi, que j'étais adulte. C'était pas vrai. Je n'avais rien étudié. J'avais rêvé et j'avais pris mon rêve pour une étude. Elle a fini par soupirer et par me dire de faire attention. Quant à Théophile, je ne lui ai même pas annoncé mon départ. À quoi bon? Il ne décrochait plus. J'ai vendu les dernières choses qui pouvaient l'être, quelques meubles, ma voiture, j'ai résilié mon bail, j'ai pris un billet d'avion en aller simple, vers Bangkok. Quand l'avion a décollé de l'aéroport de Toulouse par un matin gris d'hiver, j'ai regardé la ville rétrécir sous les nuages, cette ville qui m'avait vu réussir et qui m'avait vu tomber, et j'ai ressenti pour la première fois depuis des mois quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Je croyais fuir mon malheur. Je savais pas encore que mon malheur avait pris le même avion que moi, assis juste à côté de moi, invisible et patient. La Thaïlande, quand on y débarque pour la première fois, est un choc pour tous les sens. Je suis sorti de l'aéroport de Bangkok et la chaleur m'a frappé comme un mur. Une chaleur épaisse, humide, qui collait à la peau, qui rendait chaque mouvement plus lourd. L'air sentait l'essence, les épices, les fleurs, les égouts, tout cela mélangé. Le bruit était partout, constant, un grondement de moteur, de klaxons, de voix, de musique qui s'échappait des échoppes. Et la lumière, même à travers la pollution, avait quelque chose d'éclatant, de saturé, qui faisait paraître la grisaille de Toulouse comme le souvenir d'un autre monde. J'ai rejoint Pattaya. C'est là que la plupart des hommes comme moi finissent par échouer, parce que c'est là que se concentre la plus grande communauté d'étrangers et que tout y est organisé pour les accueillir, ou plus exactement, pour les attendre. Le quartier où je me suis installé, autour d'une grande rue qu'on appelle Swabuakao, était un labyrinthe de petites ruelles bordées de bars, de restaurants, de pensions, de boutiques, de stands, de nourriture. La nuit, tout cela s'illuminait de néons de toutes les couleurs, rouge, rose, bleu, vert, et la rue devenait une rivière de lumière et de musique et de gens. Le jour, sous le soleil écrasant, c'était plus calme, presque endormi, et l'on voyait alors les coulisses de la fête nocturne, les rues poussiéreuses, les chiens errants, les vieux hommes occidentaux assis seuls devant un verre dès le matin. Les premières semaines, j'étais grisé, je me sentais libre, personne ne me connaissait, personne ne savait que j'avais fait faillite. Ici, je n'étais pas le failli. J'étais juste un nouvel arrivant, parmi d'autres, un homme qui prenait un nouveau départ. Je me promenais, je goûtais à tout, je buvais des bières fraîches en regardant la mer, et pour la première fois depuis si longtemps, je n'avais pas le cœur qui cognait à 3 heures du matin. Je dormais, le simple fait de dormir m'a fait croire que j'étais guéri. Mais très vite, l'ivresse de la nouveauté est retombée, et la solitude est revenue, plus aiguë encore parce que j'étais désormais seul à 10 000 kilomètres de tout ce que je connaissais. Je ne parlais pas la langue. Je ne comprenais rien aux démarches administratives. Je ne savais pas comment ouvrir un compte, comment renouveler un visa, comment trouver un logement à l'année plutôt qu'à la nuit. Et autour de moi, derrière les sourires des serveuses et des commerçants, il y avait un monde dont les codes m'échappaient totalement. Je commençais à comprendre que vivre dans un pays n'a rien à voir avec y passer des vacances. Et c'est exactement à ce moment de fragilité, ce moment où je commençais à me sentir perdu, qu'on m'a tendu la main. J'avais découvert l'existence d'un forum sur Internet, un forum francophone, où les expatriés français de la région échangeaient des conseils, des bons plans, des mises en garde. J'y avais posté quelques questions de débutants un peu naïves sur les visas, sur le logement. Et un homme m'avait répondu en privé avec une chaleur et une bienveillance qui m'avaient immédiatement touché. Il s'appelait Gilles Beaufray-Lazerme. Il m'a proposé de prendre un café pour m'expliquer comment ça marche ici. Gilles avait 72 ans. Il vivait à Pattaya depuis 22 ans. C'était, m'a-t-il dit avec un sourire, le doyen de la communauté française du quartier. Et il en avait l'allure. Un homme grand, encore solide, le cheveu blanc soigneusement coiffé, la chemise impeccable, le verbe haut et l'œil vif. Il connaissait tout le monde. Nous avons à peine fait 100 mètres ensemble dans Swabuakao qu'il avait déjà salué une dizaine de personnes, serré des mains, lancé des plaisanteries en thaï aux serveuses qui riaient
Il dégageait une assurance tranquille, une sérénité d'homme qui a trouvé sa place et qui la tient. Pour moi, qui me sentais si perdu, c'était exactement l'image de ce que j'aurais voulu devenir. Un homme qui avait réussi sa nouvelle vie ici. Il animait même une petite chaîne sur Internet, m'a-t-il confié avec une fausse modestie, où il partageait son quotidien et ses conseils aux nouveaux arrivants. 1000 abonnés, tout de même. Il m'a montré quelques-unes de ses vidéos sur son téléphone. On y voyait un homme épanoui, généreux, plein de sagesse, qui expliquait comment bien vivre en Thaïlande, comment éviter les pièges, comment s'intégrer. J'ai pensé, en le regardant, que j'avais une chance extraordinaire d'être tombé sur lui. Qu'au milieu de tous les requins dont on m'avait parlé, j'étais tombé sur un sage, un protecteur, un grand frère. Gilles m'a écouté lui raconter ma situation. Pas tout, bien sûr. J'ai pas parlé de l'alcool. Mais je lui ai dit la faillite, le divorce, la perte de tout, l'envie de recommencer. Il hochait la tête avec gravité, avec compassion, comme un homme qui avait déjà entendu cette histoire 1000 fois et qui connaissait la souffrance qu'elle cachait. Tu sais, m'a-t-il dit, vous êtes nombreux arrivés ici dans cet état, cassés par la vie d'avant. Et la Thaïlande, elle peut vous remettre debout, à condition de ne pas faire les erreurs que font tous les débutants. Le problème, c'est que ces erreurs, on ne les voit pas venir. Et quand on les a faites, c'est trop tard. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens, je leur évite de tomber dans les trous où je suis tombé moi-même il y a 20 ans. C'est ainsi qu'il m'a proposé ce qu'il appelait un accompagnement à l'installation. Pour la somme de 2500 €, il se chargeait de tout. Il me mettait en relation avec un avocat de confiance, qui parlait français, pour gérer mes papiers, avec un agent immobilier honnête, qui ne me volerait pas comme les autres, avec un comptable, pour le jour où je voudrais éventuellement monter un petit projet. Et surtout, il m'intégrait à son réseau. Il me présentait à la communauté, aux bonnes personnes, il faisait de moi non plus un étranger isolé et donc une proie facile, mais un membre de la famille, protégé, introduit en sécurité. 2500 €, c'était beaucoup pour moi dans ma situation, mais j'ai pas hésité longtemps. Parce que ce que Gilles me vendait, en réalité, c'était pas un service administratif. C'était la fin de ma solitude. C'était la promesse de ne plus être seul face à ce monde inconnu. Et cette promesse-là, à ce moment de ma vie, n'avait pas de prix. J'ai sorti l'argent et je me suis senti soulagé, immensément soulagé, comme un homme qui se noie et à qui on lance enfin une corde. Je veux m'arrêter un instant sur Gilles, parce que c'est important pour comprendre la suite, et parce que c'est l'une des choses que j'ai mis le plus longtemps à comprendre moi-même. Gilles n'était pas un escroc au sens où on l'imagine. C'était pas un homme froid et calculateur qui méprisait ses victimes. Au contraire, je crois sincèrement qu'il était persuadé de m'aider, qu'il se voyait comme un bienfaiteur, un guide, le doyen généreux qui prenait les nouveaux sous son aile. Il se serait jamais décrit comme un profiteur. Et c'est précisément ce qui le rendait si dangereux et si efficace. Car ce que j'ai découvert bien plus tard, c'est que Gilles, derrière son image de réussite sereine, vivait lui-même dans une précarité qu'il cachait soigneusement. Ses 22 ans à Pattaya n'avaient pas fait de lui un homme riche. Ils avaient fait de lui un homme qui devait, en permanence, trouver de nouveaux arrivants à qui revendre son carnet d'adresses, parce que ce carnet d'adresses était son seul fonds de commerce. Chaque personne qu'il me présentait, l'avocat, l'agent immobilier, plus tard d'autres encore, lui versait discrètement une commission. Il vivait de cela, du recrutement permanent de nouveaux désespérés. Il était lui-même un homme en train de couler, qui survivait en s'accrochant à ceux qui coulaient après lui. Et il s'était raconté à lui-même une si belle histoire sur son propre rôle qu'il ne voyait même plus la vérité de ce qu'il faisait. Mais cela, je ne l'ai compris que bien plus tard. À ce moment-là, Gilles était mon sauveur. Et j'étais reconnaissant. Les semaines qui ont suivi, Gilles a tenu ses promesses, au moins en apparence. Il m'a présenté à des gens, m'a fait visiter des logements, m'a invité à des repas où je rencontrais d'autres Français, des retraités installés, des couples, des hommes seuls. J'avais l'impression de m'intégrer, de ne plus être un touriste, mais un futur résident. Et puis, un soir, autour d'une table, alors que je lui répétais combien j'aurais voulu, non pas seulement vivre de ma retraite, mais avoir une occupation, un projet, quelque chose qui me redonne le sentiment d'être utile, d'être un homme qui produit et qui décide. Gilles a posé son verre, m'a regardé avec un sourire, et m'a dit que il avait peu être exactement ce qu'il me fallait. C'est ainsi que tout a vraiment commencé. Pas par malheur, mais parce qu'il ressemblait à une chance. La pire chose qui pouvait m'arriver s'est présentée à moi sous le masque de la meilleure. Gilles m'a expliqué qu'un de ses amis, un expatrié belge installé depuis 15 ans, cherchait à revendre son commerce. Un petit bar dans Swabuakao,
de ces établissements où des jeunes femmes accueillent les clients, servent à boire, discutent, créent l'ambiance. Une affaire qui tourne, m'a dit Gilles, en main, rentable. Et parfaitement légal, attention, rien à voir avec les histoires douteuses qu'on raconte. Ce type, il revend parce qu'il rentre en Europe pour des raisons familiales. C'est une occasion rare. L'idée, je dois l'avouer, m'a immédiatement séduit. Pas pour le côté nocturne, hein. Pour les jeunes femmes, j'étais pas venu pour ça, mais pour le côté commerce. Toute ma vie, j'avais été un homme qui dirigeait une affaire. La faillite m'avait arraché cette identité, m'avait réduit à n'être plus rien, un retraité oisif qui attendait sa pension. Et voilà qu'on me proposait de redevenir, à 10 000 kilomètres de ma honte, ce que j'avais toujours été, un patron, un homme qui tient un commerce, qui gère, qui décide. Le bar n'était qu'un prétexte. Ce qu'on me vendait, c'était ma dignité. Gilles m'a présenté le vendeur, il s'appelait Marnix van der Steen. C'était un Belge d'une 50aine d'années, un homme épais, jovial, le teint rougeau, qui parlait fort et riait facilement. Il m'a accueilli comme un vieil ami, m'a tutoyé dès la première minute, m'a offert un verre, m'a tapé sur l'épaule. Il dégageait cette bonhomie un peu lourde qui inspire confiance. Ce genre d'homme dont on se dit qu'il est trop direct, trop bon vivant pour être malhonnête. Il m'a fait visiter le bar, un établissement modeste mais agréable, bien situé, avec une dizaine de places, une petite scène, un comptoir. Il y avait des clients ce soir-là, des hommes occidentaux attablés, l'ambiance était bonne, la musique douce, les filles souriantes. Marnix m'a montré ses chiffres. Des cahiers, des relevés, les recettes étaient solides, régulières. Il m'a expliqué le fonctionnement, le coût des consommations, la marge, les charges. Tout semblait clair, transparent, rentable. Tu vois, me disait-il, ici, un commerce comme ça, bien tenu, ça te fait vivre tranquillement et ça te laisse du temps. Moi, j'ai vécu 15 ans de ça. J'aurais continué si la vie ne me rappelait pas en Belgique. Il en parlait avec une nostalgie qui paraissait sincère. Et je n'avais aucune raison, à ce moment-là, de douter de lui. Le prix demandé était de 80 000 €. Cela comprenait le pas de porte, le droit d'occuper les lieux. Et le fonds de commerce, c'est à dire la clientèle, l'aménagement, le nom, l'activité en cours, 80 000 €. C'était énorme par rapport à ce que je possédais. J'avais 32 000 €, il manquait 48 000 €. Et c'est là que le deuxième fil du piège s'est tendu sans que je le voie. Gilles, toujours prévenant, m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le financement. Aucune banque, bien sûr, ne prêterait à un étranger de mon âge sans garantie, mais il connaissait quelqu'un. Un autre Français de la communauté, un certain Ivan Marcasson, un homme très bien, m'a dit Gilles, un retraité aisé, qui a réussi et qui aime aider les compatriotes à se lancer. Il prête quand il sent que les gens sont sérieux. Pas comme une banque, pas avec des montagnes de paperasses. Entre Français, on s'arrange. J'ai rencontré Ivan Marcasson. C'était un homme de 65 ans, mince, sec, le regard froid derrière des lunettes fines, qui parlait peu et choisissait ses mots. Il n'avait rien de la bonhomie de Marnix, ni de la chaleur de Gilles. Il était poli, courtois, mais distant. Il m'a posé quelques questions sur ma situation, sur ce qui me restait, sur ma retraite à venir. Il calculait, je le sentais, il évaluait. Puis, il m'a dit qu'il acceptait de me prêter les 48 000 € qui me manquaient. Entre nous, m'a-t-il dit, pas besoin de tout un cinéma de notaire. On se met d'accord sur un taux, sur un échéancier, et on se serre la main. La parole d'un homme, ça vaut tous les papiers du monde. Le taux dont nous sommes convenus oralement était de 9% par an. Il n'y a eu aucun contrat écrit, pas une ligne, juste une poignée de main dans l'arrière-salle d'un restaurant, devant Gilles, qui souriait et qui servait de témoin. Aujourd'hui, quand j'y repense, ce moment me glace. Cette poignée de main, qui me paraissait être un signe de confiance, de fraternité entre compatriotes, était en réalité le piège le plus serré de tous, parce qu'une dette sans contrat, c'est pas une dette plus légère. C'est une dette dont les conditions ne sont écrites nulle part, sauf dans la tête du prêteur, et qui peut donc devenir tout ce qu'il décidera qu'elle devienne. Mais j'ai rien vu de tout ça. J'étais aveuglé par le soulagement, par l'espoir, par cette idée enivrante que j'allais redevenir un homme qui compte. J'ai signé, façon de parler, puisqu'il n'y avait rien à signer. J'ai versé mes 32 000 €, Yvan a versé les 48 000, Marnix a empoché les 80 000. Et le bar est devenu le mien. Il faut maintenant que je vous explique tout ce que je ne savais pas à ce moment-là, et que j'aurais dû savoir. Parce que c'est là que se cachait la vérité sous la surface souriante de cette belle affaire. La structure juridique de ce commerce
ce que Marnix m'avait présenté comme une société parfaitement légale, était en réalité un montage à prête-nom. Dans ce pays, un étranger ne peut pas posséder librement certains commerces, ni détenir la majorité de certaines sociétés. Il existe donc des montages, des arrangements où des partenaires locaux figurent sur les papiers comme propriétaires majoritaires, tandis que l'étranger, lui, est censé n'être que minoritaire. Sur le papier, donc, j'étais pas vraiment le propriétaire de mon propre commerce. Le permis d'exploitation, l'autorisation, sans laquelle le bar ne pouvait pas fonctionner, était attaché à un Thaïlandais que je ne connaissais même pas et qui pouvait, en théorie, à tout moment, le révoquer. Hein. J'avais donné 80 000 € pour un commerce dont, juridiquement, je ne possédais presque rien. Marnix ne m'avait pas menti ouvertement sur ce point. Il avait fait pire. Il avait omis. Il n'avait jamais prononcé les mots qui m'auraient alerté. Il avait laissé Gilles dire parfaitement légal, il avait hoché la tête et il avait passé sous silence toute la fragilité de l'édifice. De même, les recettes qu'il m'avait montrées, ces chiffres si rassurants, ne correspondaient pas à la réalité. Une grande partie de l'activité réelle passait en liquide, non déclaré, hors des cahiers. Ce qui voulait dire que les chiffres officiels que je croyais comprendre ne reflétaient ni les vrais revenus, ni les vrais risques, et surtout, il m'avait pas dit l'essentiel. Que les autorités étaient en train de durcir, mois après mois, leur politique à l'égard de ces montages et de ces commerces. Que ce qui marchait depuis 15 ans était précisément en train de cesser de marcher. Que Marnix, en réalité, ne revendait pas parce qu'il rentrait en Belgique pour des raisons familiales. Il revendait parce qu'il sentait le sol se dérober sous ses pieds et qu'il préférait refiler le navire à un nouveau capitaine avant qu'il ne coule. J'étais ce nouveau capitaine. J'avais acheté un navire qui prenait déjà l'eau, à un homme qui le savait, avec l'argent d'un prêteur qui attendait patiemment de récupérer bien plus que sa mise. Et je montais à bord en chantant, persuadé de partir pour une croisière. Les premiers mois ont pourtant ressemblé à un rêve devenu réalité. Et c'est cela, le plus cruel dans toute cette histoire. Si tout s'était effondré tout de suite, j'aurais pu me ressaisir, comprendre mon erreur, limiter les dégâts. Mais non. Pendant de longs mois, tout a marché. Mieux même que ce que j'avais espéré. Le piège n'était pas de me faire échouer immédiatement. Le piège était de me faire réussir d'abord, juste assez longtemps pour que je m'engage totalement, corps et âme, et que je ne puisse plus reculer. J'ai pris possession du bar au bout de 3 mois environ, et dès les premières semaines, les recettes ont été excellentes, bien meilleures que ce que je pouvais imaginer. Le bar était plein presque chaque soir. L'ambiance était bonne. L'argent rentrait. Je rentrais chez moi le soir avec une caisse pleine et un sourire que je n'avais plus eu depuis des années. Je me disais que j'avais eu raison, que tous ceux qui m'avaient mis en garde, Apolline la première, s'étaient trompés, que j'avais eu le courage de tenter et que ce courage était récompensé. Je calculais mes bénéfices. En moyenne, sur cette première période, le bar me rapportait l'équivalent d'environ 3 500 € net par mois. Pour un homme qui, quelques mois plus tôt, n'avait plus rien et se croyait fini, c'était une résurrection. Ce que j'ignorais, c'est que cette prospérité était en partie fabriquée. Marnix, avant de me vendre le bar, avait artificiellement gonflé l'activité. Il avait fait venir du monde, soigné l'ambiance, injecté temporairement de la vie dans l'établissement, exactement comme on repeint et on parfume une maison avant de la faire visiter pour la vendre. Cette belle santé du bar pendant mes premiers mois n'était pas la santé naturelle d'un commerce sain. C'était une mise en scène conçue pour me rassurer, pour me convaincre que mon investissement était bon, pour que je me jette dans le projet sans réserve. Et cela a parfaitement fonctionné. Mais c'est pas seulement l'argent qui m'a piégé pendant cette période. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus douloureux à raconter. C'est à ce moment-là qu'est entrée dans ma vie une femme du nom de Wasana Fongfan. Tout le monde l'appelait Wan. Wan avait 37 ans. Elle venait de la province de Roy. Et, dans cette région du nord-est du pays qu'on appelle l'Isan, une région pauvre, rurale, d'où partent tant de jeunes femmes vers les villes pour gagner de quoi faire vivre leur famille restée au village. Elle travaillait déjà dans le bar quand je l'ai rachetée. Elle faisait partie, en quelque sorte, du fonds de commerce. Et quand Marnix est parti, quand les autres employés se sont dispersés ou ont continué leur travail sans plus s'intéresser à moi, Wan, elle, est restée. Et pas seulement restée, elle s'est rapprochée. Au début, c'était de petites attentions. Elle me préparait mon café le matin quand je passais ouvrir. Elle m'expliquait, avec sa patience et son sourire, les choses que je ne comprenais pas, les usages, les mots, la manière de parler aux fournisseurs, aux autorités, aux clients. Elle riait de mes erreurs de débutant sans jamais se moquer. Elle me disait que j'étais un bon patron, un patron juste, pas comme certains.
Et moi qui n'avais pas reçu de tendresse depuis des années, qui sortait d'un mariage devenu froid, puis d'une solitude absolue, je buvais ses attentions comme un homme assoiffé boit de l'eau. Wan était belle, oui, mais c'est pas sa beauté qui m'a pris, c'est sa douceur. C'est cette impression qu'elle me voyait, vraiment, qu'elle s'intéressait à moi, à l'homme, pas seulement au patron ni à l'argent. Elle me posait des questions sur ma vie d'avant, sur la France, sur mes enfants. Elle écoutait quand je lui ai parlé de ma faillite, de ma honte, de mon fils qui me parlait plus. Elle a posé sa main sur la mienne et elle m'a dit dans son français hésitant et charmant que tout cela, c'était fini, que maintenant j'avais une nouvelle vie et qu'elle serait là. Personne ne m'avait dit une chose pareille depuis si longtemps. J'ai senti quelque chose se briser et se reconstruire en moi en même temps. Au bout de quelques mois, Wan m'a proposé de devenir, selon ses mots, ma partenaire de vie et de travail. Elle s'occuperait du bar avec moi, des employés, de tout ce que je ne savais pas gérer, et elle vivrait avec moi. Elle s'est installée chez moi vers le 5e mois. Et là, ma transformation a été complète. J'étais plus seulement un homme qui avait retrouvé un commerce, j'étais un homme qui avait retrouvé un commerce, une compagne, une raison de se lever le matin et de se coucher le soir avec quelqu'un à ses côtés. J'avais l'impression d'avoir tout reconquis, d'avoir prouvé au monde entier, et surtout à moi-même, que je n'étais pas fini, que la France s'était trompée sur mon compte, qu'un homme qu'on avait jeté pouvait, ailleurs, redevenir entier. Je vais vous dire la vérité sur Wan maintenant, cette vérité que j'ai mis des années à accepter. Wan n'est pas tombée amoureuse de moi. Wan ne s'est pas attachée à moi par hasard ni par tendresse. Wan était une complice ancienne de Marnix, le vendeur. Elle touchait, pour son rôle dans le bar, et auprès de moi, une rémunération organisée. Une part fixe, versée chaque mois par Marnix, de l'ordre de 8000 bas, et une part variable, un pourcentage sur les recettes en liquide, autour de 5%. Son rôle était précis, et il était diabolique dans sa simplicité. Un homme qui rachète un commerce et qui se retrouve seul, sans personne à ses côtés, se décourage vite quand les difficultés arrivent. Il fait ses comptes froidement, il constate que ça ne marche plus et il s'en va. Mais un homme qui a un commerce et une femme, un homme qui a reconstruit non seulement une affaire mais une vie affective, cet homme-là reste, il s'accroche, il refuse d'admettre l'échec. Parce que admettre l'échec, ce serait plus seulement perdre de l'argent, ce serait perdre l'amour, perdre la femme, perdre tout. Wan était l'encre. Elle était là pour me retenir prisonnier de mon propre rêve le plus longtemps possible. Et il y avait autre chose que j'ignorais totalement. Wan était mariée, légalement mariée à un homme, un Thaïlandais, dans son village d'origine, et elle avait 2 enfants. Ces 2 enfants dont elle me parlait parfois en les désignant comme ses neveux, ses enfants pour qui elle disait s'inquiéter, pour qui elle économisait, c'était ses propres enfants, sa propre famille, qui l'attendait au village et qui vivait en partie de l'argent qu'elle me soutirait. Tout dans la femme que je croyais aimer, tout jusqu'au lien le plus intime qu'elle prétendait avoir avec moi était une construction. Une fiction soigneusement entretenue. Mais à l'époque, je ne voyais qu'une femme aimante à mes côtés. Et j'étais heureux. D'un bonheur que je n'avais pas connu depuis des décennies, peut être jamais avec cette intensité. Je m'étais même remis à filmer. J'avais ouvert sur Internet un modeste canal personnel où je documentais ce que j'appelais ma renaissance. Je montrais le bar à la lumière de Swabuakao, les couchers de soleil, Wan de loin, mon nouveau quotidien. Je racontais une poignée d'abonnés comment un homme ruiné et brisé avait tout reconstruit de l'autre côté du monde. J'étais devenu, sans m'en rendre compte, l'une de ces vidéos qui m'avait moi-même attiré dans le piège. À mon tour, j'étais devenu un appât, une publicité vivante pour le rêve. Et je le faisais avec une sincérité totale parce que je croyais à chaque mot que je disais. Pendant cette période, j'ai commencé à rembourser Ivan Marcasson selon l'échéancier que nous avions convenu. Chaque mois, je lui versais une somme. Et il me remerciait avec un signe de tête polie, et je me sentais fier. Fier d'être un homme qui honore ses engagements, qui rembourse ses dettes, qui tient debout. J'ai même fait quelque chose qui, aujourd'hui, me serre le cœur. Pour l'anniversaire d'Apolline, ma fille, restée à Paris, je lui ai envoyé 1000 €. Je voulais lui montrer que j'avais réussi, que son vieux père n'était pas un raté, qu'elle pouvait être fière de moi. Elle m'a remercié, mais je sentais dans sa voix une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à cacher. Elle n'y croyait pas vraiment. Elle voyait peu être déjà ce que je refusais de voir, mais elle ne disait rien pour ne pas me blesser. Cette période a duré à son apogée près d'1 an et demi. 1 an et demi pendant lequel j'ai cru que ma vie était belle. 1 an et demi pendant lequel le piège
lentement, se refermer sur moi, fil après fil, sans que j'en sente la moindre tension. Avec le recul, je sais que pendant tout ce temps, chaque sourire de Juan, chaque bon chiffre du bar, chaque poignée de main d'Yvan, chaque salut chaleureux de Gilles, tout cela faisait partie d'une même mécanique. Une mécanique conçue pour que je m'enfonce de plus en plus profondément dans une eau dont je croyais qu'elle me portait, alors qu'elle me tirait par les pieds vers le fond. Et puis, comme toujours, le rêve a commencé à se fissurer. Pas d'un coup. Par petites craquelures, d'abord presque invisibles, que je m'efforçais de ne pas voir, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les recettes baissaient. Lentement, mais régulièrement. Le bar, qui me rapportait l'équivalent de 3500 € net par mois, est tombé progressivement à environ 2500 €. Cela restait correct, en apparence. Cela restait viable. Mais c'était une chute d'un tiers, et surtout, ce n'était plus assez pour le train de vie que j'avais installé. Car en 1 an et demi de prospérité, j'avais pris des habitudes, un appartement plus confortable, des sorties, des dépenses pour Juan, les remboursements à Ivan. Tout cela formait un budget mensuel d'environ 3000 €. Tant que le bar rapportait 3500, l'équilibre tenait, fragilement, et il me restait même un peu. Mais dès que les recettes sont passées sous la barre du nécessaire, l'équilibre s'est inversé. Chaque mois, je puisais un peu dans mes réserves, des réserves que je croyais solides et qui ne l'étaient pas. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi le bar déclinait. Je mettais cela sur le compte de la saison, de la concurrence, du hasard. En réalité, la raison était simple. L'effet de la préparation comptable de Marnix s'était dissipé. L'activité artificiellement gonflée était retombée à son niveau réel, naturel, qui était plus bas. Le bar ne déclinait pas. Il révélait enfin sa vraie nature, celle qu'on m'avait cachée derrière une vitrine flatteuse. Mais je ne le savais pas. Alors je m'épuisais à chercher des solutions à un problème dont j'ignorais la cause. La deuxième fissure, c'était Juan. Au fil des mois, ses demandes ont commencé à se multiplier. Au début, c'était de petites choses, de petites sommes pour sa famille, pour ses neveux, pour des frais médicaux de sa mère. Je donnais sans compter, par amour, par habitude, parce que ça me faisait du bien de me sentir généreux, protecteur, indispensable. Mais ces petites choses, mises bout à bout, finissaient par former des montants considérables. Et surtout, elles devenaient plus fréquentes. Chaque semaine semblait apporter une nouvelle nécessité, une nouvelle urgence familiale. Je ne tenais pas de compte précis. Je ne voulais pas en tenir. Tenir des comptes, ça aurait été admettre que quelque chose n'allait pas, et je refusais de l'admettre. La troisième fissure, la plus insidieuse, c'était moi-même. Je buvais. J'avais cru, en arrivant en Thaïlande, avoir laissé mon alcoolisme derrière moi à Toulouse. C'était faux. Je l'avais simplement transporté, et désormais je possédais un bar. C'est-à-dire un lieu où l'alcool coulait à flot, gratuitement, à toute heure. Je passais mes soirées derrière ou devant mon comptoir, un verre à la main, puis un autre, puis un autre. Je me disais que c'était normal, que c'était mon métier, qu'un patron de bar boit avec ses clients, mais c'était pas social. C'était la même anesthésie qu'avant. Sauf que cette fois, l'anesthésie altérait mon jugement au moment précis où j'aurais eu le plus besoin de toute ma lucidité. Je prenais des décisions, le soir, l'esprit embrumé, que je regrettais le matin, quand je m'en souvenais. Je laissais filer des problèmes que j'aurais dû régler. Juan le savait, et je crois qu'elle en jouait. C'est plus facile de soutirer de l'argent à un homme dont l'esprit est noyé qu'à un homme clair. Mes échéances envers Ivan ont commencé à se tendre. Un mois, je n'ai pas pu verser la totalité de ce que je devais. Je l'ai prévenu, en m'excusant, en promettant de me rattraper. Il n'a rien dit de menaçant. Il a simplement hoché la tête, avec ce regard froid derrière ses lunettes, et il m'a dit, d'une voix neutre, que ce n'était pas grave, qu'on s'arrangerait. Mais quelque chose, dans cette voix neutre, m'a glacé sans que je sache pourquoi. C'était la première fois que la chaleur fraternelle entre compatriotes laissait entrevoir, l'espace d'un instant, quelque chose de plus dur en dessous. Et puis, vers la même période, j'ai reçu les premières questions de l'administration. Des courriers officiels, en thaï et en anglais, que je ne comprenais pas et que je devais faire traduire. Des questions précises sur la structure de ma société, sur ses propriétaires réels, sur la nature de mon activité. Je n'y ai pas prêté toute l'attention que j'aurais dû. Je me suis dit que c'était de la routine administrative, de la paperasse, comme il y en a partout. Je les ai transmises à l'avocat que Gilles m'avait présenté, qui m'a rassuré mollement, qui m'a dit de ne pas m'inquiéter, que tout cela se réglerait. Je l'ai cru, parce que je voulais le croire. Mais ces courriers étaient les premiers grondements d'un orage qui approchait, et que je refusais d'entendre. Voilà ce qu'était devenu ma vie.
à ce stade. En apparence, j'étais toujours l'homme qui avait réussi. Le patron, le compagnon, le français installé, mais en dessous, tout avait commencé à se déliter. Les recettes baissaient, les demandes de Wan augmentaient, l'alcool grignotait ma lucidité, la dette se tendait. L'administration commençait à frapper à ma porte et moi, au milieu de tout cela, je faisais ce que font tous les hommes qui voient leurs rêves menacés et qui n'ont pas le courage de regarder la vérité en face. Je niais. Je me racontais des histoires. Je me disais que c'était passager, que ça allait remonter, que tout finirait par s'arranger. Je m'accrochais à mon rêve avec d'autant plus de force qu'il commençait à m'échapper. Parce que ce rêve, désormais, c'était pas seulement un projet, c'était la preuve que je n'avais pas eu tort de tout quitter. C'était ma seule défense contre l'idée insupportable que j'avais, une nouvelle fois, tout misé et tout perdu. Mais la vérité ne se laisse pas nier indéfiniment. Et un jour, tout ce qui grondait sous la surface a fini par éclater au grand jour, en même temps, comme si toutes les menaces s'étaient donné le mot pour me frapper ensemble. Le durcissement réglementaire dont Marnix s'était bien gardé de me parler s'est abattu sur mon commerce avec une violence à laquelle rien ne m'avait préparé. Pattaya, j'allais l'apprendre à mes dépens, est une ville étroitement surveillée, plus que d'autres, parce que c'est là que se concentrent les commerces de ce genre et tous les arrangements douteux qui les entourent. Et les autorités avaient décidé de serrer la vis. 3 lignes de pression se sont mises à converger sur moi en même temps, en l'espace de quelques mois. D'abord, le ministère du Commerce a déclenché un audit sur la structure de ma société. Il voulait vérifier qui en était réellement propriétaire, comment elle était financée, si le montage à prête-nom qui la sous-tendait était conforme ou non, et il ne l'était pas, bien sûr. Tout ce que Marnix m'avait vendu comme parfaitement légal reposait précisément sur une zone grise que les autorités avaient désormais décidé de ne plus tolérer. Ensuite, le département du travail s'est intéressé à moi personnellement, à ce que je faisais concrètement dans ce bar. Parce qu'un étranger dans ce pays ne peut pas exercer n'importe quel travail. Certaines tâches sont réservées aux nationaux. Or, moi, je tenais le comptoir, je servais, je gérais, j'exerçais une activité que la loi ne m'autorisait pas à exercer. J'avais cru être le patron de mon affaire. Aux yeux de la loi, j'étais un étranger qui travaillait illégalement dans son propre commerce. Enfin, le département des revenus a entrepris de contrôler mes recettes. Et c'est là que toute la mécanique du liquide non déclaré, cette mécanique dont j'avais hérité sans même la comprendre, est devenue une bombe. Les chiffres officiels ne correspondaient pas à l'activité visible. Il y avait des écarts, des trous, des sommes qui n'apparaissaient nulle part. Pour les autorités, c'était de la fraude. Et l'auteur de cette fraude, désormais, sur le papier, c'était moi. 3 administrations en même temps, chacune avec ses contrôles, ses convocations, ses exigences de documents, ses amendes potentielles. J'étais submergé. Je passais mes journées chez l'avocat à signer des papiers, à payer des honoraires, à essayer de comprendre une procédure dans une langue que je ne maîtrisais pas, dans un système juridique qui m'était totalement étranger. Et l'avocat, ce fameux avocat de confiance que Gilles m'avait présenté, multipliait les démarches coûteuses sans jamais m'apporter de véritables solutions. À chaque rendez-vous, de nouveaux honoraires. À chaque honoraire, la promesse que cette fois on allait s'en sortir, et les sommes s'accumulaient. Pour tenter de sauver la structure, pour les frais juridiques, j'ai fini par dépenser environ 9 000 €. À cela se sont ajoutées des amendes administratives qui ont atteint au total environ 5 500 € et des arriérés fiscaux d'environ 4 000 €. Tout cela alors que les recettes du bar, pendant ce temps, continuaient de baisser, étranglées par les contrôles à répétition qui faisaient fuir une partie de la clientèle. Et au milieu de cette tempête, Wan a fait quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Elle a accéléré, comme si elle sentait, mieux que moi, que la fin approchait, et qu'il fallait extraire le maximum tant qu'il était encore temps. Ces demandes, qui s'étaient déjà multipliées, ont changé de dimension. Elle avait besoin d'un scooter, m'a-t-elle dit, pour se déplacer, pour aider, pour gérer les courses du bar. Je lui ai payé. Environ 2 000 €. Sa mère au village était malade et avait besoin de bijoux, expliquait-elle dans cette logique que je ne comprenais pas mais que je respectais, où l'or est à la fois une parure et une épargne, une sécurité pour les temps difficiles. Je lui ai donné de quoi acheter ses bijoux, environ 1 500 €. Et puis il y avait l'école. Ses neveux, ses enfants qui étaient en réalité les siens, devaient entrer dans une école privée pour avoir un avenir, pour s'en sortir. Cela coûtait environ 3 000 €. Je les ai payés. J'acceptais tout. Et je me suis souvent demandé depuis comment j'avais pu. Comment, alors que mon commerce était assailli de toutes parts, que les amendes pleuvaient, que les recettes s'effondraient, j'avais pu continuer à distribuer de l'argent que je n'avais plus. La réponse est double. Elle est terrible. D'une part, l'alcool avait dissous ma capacité à raisonner.
Je vivais dans un brouillard permanent, où les décisions financières les plus aberrantes me paraissaient normales sur le moment. D'autre part, et c'est cela le plus profond, j'étais incapable d'admettre la vérité. Refuser Awan, lui dire non, lui dire que je n'avais plus les moyens, ça aurait été reconnaître que mon rêve s'effondrait. Or, je préférais encore me ruiner que reconnaître cela. Tant que je donnais, tant que je jouais le rôle de l'homme généreux et solide, je pouvais continuer à me mentir. Je payais Wan, en réalité, non pas pour elle, mais pour acheter ma propre illusion. Chaque somme que je lui donnais était le prix d'un jour de plus passé à ne pas affronter ma chute. Au total, sur l'ensemble de cette période, ce que Wan m'aura soutiré en cadeaux, en virements, en scooter, en bijoux, en frais d'école, en 1000 petites choses dont je me souviens même plus, aura représenté environ 14 000 euros. 14 000 euros donnés à une femme qui était mariée à un autre homme, qui avait 2 enfants qu'elle me cachait, et qui touchait par ailleurs une commission pour me garder prisonnier de mon propre naufrage. Mais cela, je ne le savais pas encore. Pour moi, à ce moment-là, elle était encore la seule chaleur dans une vie qui devenait de plus en plus froide. Les murs se rapprochaient. Je le sentais désormais même à travers le brouillard de l'alcool et du déni. Quelque chose était en train de finir et pourtant même là je m'accrochais. Je me disais que l'avocat allait trouver une solution, que les administrations allaient finir par classer mes dossiers, que les recettes allaient remonter, que Wan et moi, malgré tout, on traverserait l'épreuve ensemble. Je m'accrochais à ces espoirs comme un homme qui tombe d'une falaise s'accroche aux branches mortes qui se brisent une à une sous son poids. Et puis vint le moment où il n'y eut plus de branches du tout. L'effondrement, quand il s'est produit, ne s'est pas produit comme une explosion. Il s'est produit comme une noyade, lentement, inexorablement, élément après élément, tout ce qui me maintenait à la surface a cédé. Et je suis descendu. Le bar a été administrativement fermé. Après des mois de procédure, de contrôle, de convocation, les autorités ont tranché. La structure était irrégulière, l'activité non conforme, les recettes frauduleuses, l'établissement a été fermé, la société a été dissoute, et les actifs, le peu qui restait, ont été gelés. En un instant, ce que j'avais payé 80 000 euros, ce commerce dans lequel j'avais englouti tout mon capital et toute ma dette, a cessé d'exister. Il m'en restait rien. Pas même le droit d'en vendre les équipements pour récupérer quelques sous, du moins pas tout de suite. Quand j'ai enfin pu liquider ce qui pouvait l'être, le mobilier, le matériel, j'en ai tiré qu'une misère et j'y ai perdu environ 8 000 euros par rapport à leur valeur. J'ai voulu me tourner vers Marnix, vers l'homme qui m'avait vendu ce navire qui prenait l'eau, au moins pour comprendre, pour lui demander des comptes, pour lui crier ce qu'il m'avait fait. Marnix avait disparu, parti, et pas récemment. J'ai appris qu'il avait quitté la Thaïlande pour l'Europe de l'Est plusieurs mois auparavant, bien avant que tout ne s'effondre, emportant avec lui une partie des fonds qu'il avait reçus de la revente. De moi. Il avait pris mon argent, et il s'était évanoui, tranquillement, en homme qui savait exactement ce qui allait arriver, et qui s'était arrangé pour être loin quand cela arriverait. Il n'y avait personne à qui demander des comptes. Il n'y avait que le vide qu'il avait laissé derrière lui. Et Wan. Wan a disparu dans la semaine qui a suivi la fermeture du bar, et c'est peu être ce départ-là qui m'a fait le plus de mal, parce qu'il n'y a même pas eu de drame. Pas de dispute, pas de larmes, pas de cris. Un matin, simplement, ses affaires n'étaient plus là. Elle avait fait ses valises et elle était partie sans un mot, sans une explication, sans un au revoir. Elle était rentrée dans son village, retrouver son mari et ses enfants, sa vraie vie, celle qu'elle avait menée tout du long derrière la fiction de notre couple. Elle n'avait plus de raison de rester. Le commerce était mort, le filon tari, sa mission terminée. Alors elle était partie, aussi simplement qu'elle était entrée dans ma vie, et elle m'avait laissé seule dans un appartement vide à fixer la place où ses affaires avaient été, en essayant de comprendre comment toute la tendresse que j'avais cru recevoir avait pu n'être qu'un emploi. C'est à ce moment-là, alors que j'étais à terre, que la véritable nature d'Ivan de Marcasson s'est révélée. Tant que tout allait bien, Ivan avait été l'homme courtois, distant mais correct, le prêteur fraternel entre compatriotes. Dès que le bar a fermé, le masque est tombé. Il m'a réclamé le remboursement intégral du solde de ma dette. Il me restait à lui de voir environ 36 000 euros. Et il exigeait cette somme en totalité sous 30 jours. 36 000 euros en un mois, alors que je n'avais plus rien, plus de commerce, plus de revenus, rien que des dettes et des amendes. C'était impossible. Et il le savait parfaitement. Il ne réclamait pas cette somme parce qu'il pensait que je pouvais la payer. Il la réclamait pour avoir un prétexte pour transformer une dette en arme. Comme il n'y avait aucun contrat écrit
Aucune base légale pour me poursuivre devant un tribunal, Ivan a utilisé la seule arme dont il disposait, et c'était une arme redoutable, la pression communautaire. Il s'est mis à propager dans tout le réseau français de Pattaya l'histoire de Sylvain Cabrol-Vernoux, l'homme qui ne payait pas ses dettes, le malhonnête, l'escroc, l'indésirable. Des rumeurs, partout, dans les bars, les restaurants, les forums, les conversations. Du jour au lendemain, cette communauté qui m'avait accueilli, ces compatriotes qui m'avaient salué et invité, se sont détournés de moi avec dégoût. On me regardait dans la rue comme un paria. On refusait de me parler. On me montrait du doigt. J'étais devenu, dans le petit monde des Français de Pattaya, le voleur, l'homme à fuir. Et Ivan, pendant ce temps, multipliait les démarches pour tenter de saisir, de façon informelle, mais bien personnelle, le peu qui me restait, en faisant pression sur moi par tous les moyens. Je m'étais enfui de Toulouse pour échapper au déshonneur. Et voilà que le déshonneur m'avait rattrapé à 10 000 kilomètres dans une langue étrangère, sous un soleil de plomb, plus total et plus cruel encore qu'en France. Là-bas, au moins, j'avais une famille, un passé, des racines. Ici, j'avais rien. J'étais un vieil homme ruiné, abandonné, montré du doigt par les seuls compatriotes qui auraient pu m'aider dans un pays dont je parlais pas la langue et qui n'avait plus aucune raison de me garder. Car il restait encore une dernière chose à perdre, la plus fondamentale de toutes, le droit même de rester dans ce pays. Mon visa, celui qui me permettait de vivre là-bas, était lié à mon commerce, à ma société. Quand la structure a été dissoute, ce visa est devenu caduc. Je ne pouvais plus le renouveler, puisque l'activité qui le justifiait n'existait plus. Et je ne pouvais pas non plus prétendre au visa qu'on accorde aux retraités, ce visa qui aurait pu me sauver, parce que je n'atteignais l'âge légal que 6 mois plus tard, et surtout parce que ce visa exigeait de déposer et de bloquer sur un compte une somme considérable, l'équivalent d'environ 800 000 bahts, une somme que je n'avais évidemment plus, une somme dont je ne disposerai jamais. La porte du visa retraite, ce dernier refuge possible, m'était fermée à double tour. J'ai tenté de gagner du temps avec des visas touristiques de courte durée en sortant du pays et en y rentrant pour obtenir à chaque fois quelques semaines de plus. Mais le système n'est pas dupe. Après 2 entrées de ce genre, les autorités m'ont identifié pour ce que j'étais réellement, un homme qui vivait là à demeure sans en avoir le droit et qui utilisait les visas touristiques pour contourner la loi. On m'a signifié clairement que je devais quitter le territoire. Mon temps était compté. Il ne s'agissait plus de savoir si je devais partir, mais quand. Et c'est à ce moment-là, au comble de l'ironie, que ma retraite française a enfin commencé à m'être versée. 1 600 € par mois. Cette somme que j'avais calculée des années plus tôt sur un coin de table à Toulouse en me disant qu'elle me ferait vivre comme un roi en Thaïlande. Elle arrivait maintenant, ponctuelle, dérisoire, face à une dette de 36 000 € qu'Ivan continuait de réclamer, face à une vie entièrement détruite, face à une expulsion imminente. 1 600 € par mois pour un homme qui n'avait plus de toit, plus de pays où rester, plus de dignité, plus rien. Le destin a parfois une cruauté qui ressemble à de la moquerie. Il y a une douleur dans cet effondrement, dont je n'ai pas encore parlé, et qui me hante peu être plus que tout le reste. Dans mon bar travaillait, depuis bien avant que je le rachète, une employée nommée Kunanang. Une femme simple, honnête, sans aucun rapport avec la complicité de Won ou la traîtrise de Marnix. Une vraie salariée qui faisait son travail consciencieusement, qui m'avait toujours respecté et qui comptait sur ce salaire pour vivre, pour faire vivre les siens. Quand le bar a fermé, elle a perdu son emploi du jour au lendemain et moi, qui n'avais plus rien, j'ai même pas pu lui verser la moindre compensation, pas un bas. Cette femme qui avait travaillé, honnêtement, qui avait rien fait d'autre que son devoir, s'est retrouvée à la rue à cause de mon naufrage et j'ai rien pu faire pour elle. Quand je repense à toute cette histoire, c'est souvent son visage qui me revient, pas celui de Wan, pas celui de Marnix, pas celui d'Ivan, le sien. Le visage d'une innocente que ma chute a entraînée dans la sienne et que je n'ai pas pu protéger, c'est peu être ma plus grande honte. J'étais au bout, vraiment au bout. Un vieil homme, dans un pays qui le chassait sans argent, sans amis, montré du doigt, harcelé, abandonné par la femme qu'il avait aimée, escroqué par tous ceux à qui il avait fait confiance. Je passais mes journées prostrées et mes nuits à boire. Je crois que certains soirs, j'étais pas loin de penser que tout serait plus simple si je cessais d'exister. Je ne le dis pas pour faire de l'effet. Je le dis parce que c'est la vérité, et parce que c'est exactement à ce point que ce genre d'histoire conduit les hommes comme moi, et qu'il faut le savoir. C'est lors d'une démarche au consulat, dans cette dernière phase où je tentais désespérément de comprendre comment quitter le pays sans tout aggraver, que j'ai croisé, par le plus pur des hasards, un homme qui allait, sans le savoir,
changer le cours des choses. Un prêtre catholique français, en mission à Bangkok, qui s'appelait le père Maurice, nous avons échangé quelques mots dans une salle d'attente. Il a vu, je crois, sur mon visage l'état dans lequel j'étais. Cet état que les hommes au bord du gouffre portent sur eux comme une ombre. Il m'a parlé avec une douceur, une absence totale de jugement qui m'ont bouleversé. Il m'a pas fait la morale. Il m'a pas demandé comment j'en étais arrivé là. Il m'a simplement traité comme un être humain à un moment où plus personne ne me traitait ainsi. Et il m'a laissé un moyen de le joindre en me disant que si j'avais besoin d'aide, je devais pas hésiter. Je n'ai pas su, sur le moment, à quel point cette rencontre fortuite allait compter, car pendant ce temps, à Paris, ma fille avait fini par comprendre. Apolline, à qui j'avais menti pendant si longtemps, à qui j'avais envoyé 1 000 € pour lui prouver ma réussite, avait fini par percer le mensonge à jour. Je ne sais plus exactement comment. Peut être à ma voix dans nos appels de plus en plus rares et de plus en plus sombres, peut être par mon silence, peut être parce qu'une fille sent ces choses-là. Toujours est-il qu'un jour, au téléphone, elle a cessé de faire semblant de me croire et elle m'a demandé directement ce qui se passait vraiment. Et j'ai craqué. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai dit la vérité à quelqu'un. Toute la vérité. Le bar, la dette, One, l'effondrement, l'expulsion, le fait que je n'avais plus rien, plus de toit, plus de pays, plus rien. Je lui ai tout dit en pleurant comme un enfant à des milliers de kilomètres dans le combiné d'un téléphone. Et ma fille, cette jeune femme de 26 ans qui gagnait peu et travaillait beaucoup, n'a pas hésité une seconde. Elle ne m'a pas reproché mes mensonges. Elle m'a pas dit qu'elle me l'avait bien dit, elle m'a dit simplement qu'elle allait me ramener à la maison. Et elle s'est mise au travail. C'est elle qui a tout organisé, depuis Paris. C'est elle qui, en cherchant désespérément de l'aide, est tombée sur une association qui vient en aide aux ressortissants français en difficulté à l'étranger. Et c'est par cette association, par un de ces enchaînements, que la vie réserve parfois, qu'elle est entrée en contact avec ce même père Maurice que j'avais croisé au consulat. Le hasard de cette rencontre dans une salle d'attente est devenu le fil par lequel ma fille a pu organiser mon retour. Le père Maurice m'a aidé sur place, dans les démarches, dans les papiers, dans tout ce labyrinthe administratif qu'un homme effondré ne peut pas affronter seul. Apolline, de son côté, a réuni l'argent du billet, des derniers frais, des dernières dépenses, en partie de ses propres économies, en partie grâce à l'association. Les frais de rapatriement et les démarches consulaires ont représenté, au total, environ 3 000 € qu'elle a en grande partie assumé. Ma propre fille a dépensé l'argent qu'elle n'avait pas pour ramener le père, qui avait tout dilapidé. Quand je pense à cela, je ne sais pas si je dois pleurer de honte ou de gratitude. Sans doute les deux. Je suis rentré en France à 63 ans, avec moins de 1 000 € sur moi, et une dette informelle de plus de 30 000 € qui me poursuivait. Je faisais le compte, dans l'avion du retour, de tout ce que cette aventure thaïlandaise m'avait coûté. Mon capital de départ, 32 000 €, envolé, la dette envers Ivan, 48 000 €, dont il me restait à devoir 36 000. Les frais d'installation, environ 6 500 €. Les frais juridiques pour tenter de sauver la structure, environ 9 000 €. Les amendes, environ 5 500 €. Les arriérés fiscaux, environ 4 000 €. Les extractions de One, environ 14 000 €. Les pertes sur la liquidation du matériel, environ 8 000 €. Les frais du retour, environ 3 000 €. En faisant la somme de tout ce que cet épisode m'avait coûté ou fait perdre, j'arrivais à environ 95 000 €. 95 000 € pour un homme qui était déjà ruiné en partant, pour un homme qui croyait, le jour de son départ, n'avoir plus rien à perdre. C'est là, dans cet avion, que j'ai compris la phrase la plus terrible de toute mon histoire. On peut perdre ce qu'on n'a déjà plus. On croit que avoir tout perdu est un fond, un point bas, en dessous duquel on ne peut plus descendre. C'est faux. Il y a toujours plus bas. On peut s'endetter au-delà de la ruine. On peut tomber au-delà du fond. La faillite n'est pas un plancher. C'est une trappe qui s'ouvre sur une autre faillite. Ce qui s'est passé après mon retour, je vais vous le dire, parce que c'est important, et parce que c'est, malgré tout, la seule partie de cette histoire où une lumière apparaît. Apolline m'a hébergé, chez elle, à Paris, dans son petit appartement d'une seule pièce. Pendant 6 semaines, elle a dormi sur son canapé pour me laisser sa chambre. Sa chambre, à elle qu'elle me donnait, à moi, l'homme qui avait tout gâché. 6 semaines dans ce minuscule logement où nous nous croisions, père et fille, dans un silence souvent lourd, mais traversé parfois d'une tendresse qui me déchirait le cœur. Elle prenait soin de moi comme on prend soin d'un grand malade. Elle m'a accompagné peu à peu vers la sortie du gouffre. Elle a contacté les services sociaux. Et grâce à une assistante sociale dont je n'oublierai jamais la patience, j'ai fini par obtenir un logement social dans la banlieue de Toulouse,
là où ma vie avait commencé et où elle s'est effondrée la première fois. La boucle était bouclée. Je revenais là où j'étais parti, mais plus pauvre encore, plus vieux, plus brisé. J'ai commencé, très tard, beaucoup trop tard, un suivi psychologique. C'est la première fois de ma vie que je m'asseyais en face de quelqu'un dont le métier était de m'écouter et de m'aider à comprendre ce qui s'était passé dans ma tête. Et j'ai appris des choses sur moi-même que j'aurais aimé apprendre 20 ans plus tôt. J'ai appris à mettre des mots sur ma honte, sur mon besoin maladif de prouver ma valeur, sur cette fragilité qui m'avait poussé à confondre n'importe quelle promesse de rédemption avec une planche de salut. J'ai appris que j'avais pas pris ces décisions parce que j'étais bête. Je les avais prises parce que j'étais détruit, et qu'un homme détruit ne décide pas, il se débat, et qu'on peut faire n'importe quoi à un homme qui se débat, à condition de lui tendre la chose au bon moment. J'ai aussi arrêté de boire. Progressivement, après une courte cure. C'est pas facile, ça ne sera jamais tout à fait, mais je tiens. Aujourd'hui, mon esprit est clair. Et cette clarté, après tant d'années de brouillard, est à la fois un soulagement et un supplice, parce qu'elle me permet de voir, enfin avec une netteté cruelle, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai perdu. Quant à la dette d'Ivan Marcasson, j'ai pris la décision de ne pas la payer. Un avocat en France m'a confirmé ce que je soupçonnais. Cet accord purement oral, sans le moindre écrit, sans le moindre contrat, n'avait aucune base juridique exécutoire en France. Ivan ne pouvait rien contre moi, ici. Sa pression communautaire, ses rumeurs, ses menaces, tout cela était resté de l'autre côté du monde, dans ce petit milieu de Pattaya qui n'avait plus aucune prise sur ma vie. Alors je ne paierai pas, je ne donnerai pas 1 euro de plus à cet homme. Mais la trace, elle, est en moi. La trace de cette poignée de main qui m'avait semblé être un geste de fraternité et qui était un piège. La trace de cette confiance que j'avais accordée et qui s'était retournée contre moi comme une lame. On peut effacer une dette légale. On n'efface pas la blessure de la trahison. Mon fils Théophile ne m'adresse toujours pas la parole. J'ai espéré, en rentrant, que mon malheur, mon retour, le temps qui passe, finirait par ouvrir une porte entre nous. Mais non. Le silence demeure. Je ne sais pas s'il se brisera un jour. J'ai appris à vivre avec cette absence, comme on vit avec une douleur chronique, une douleur qui ne tue pas mais qui ne s'éteint jamais, et Apolline, ma fille, celle qui est venue me chercher au fond de l'abîme. Je passe le reste de mes jours à essayer d'être digne de ce qu'elle a fait pour moi. C'est elle, finalement, ma vraie seconde vie. Pas la Thaïlande, pas le bar, pas One. Elle, l'amour réel, vérifiable, désintéressé, d'un être qui n'attendait rien de moi et qui m'a tout donné quand je n'avais plus rien à offrir. J'ai mis 10 à 8 mois, après mon retour, avant de pouvoir enfin parler de tout cela. C'est par ce témoignage à visage masqué que j'ai décidé de transformer ma honte en quelque chose d'utile. Et il y a une chose que je veux dire, à la fin, à tous ceux qui m'écoutent, et particulièrement à ceux qui me ressemblent, à ceux qui, en ce moment même, sont peu être assis seuls devant un écran brisé par la vie, en train de regarder des images de soleil et de sourire, en se disant qu'ailleurs peut être une autre vie les attend. On m'avait promis une seconde vie. J'ai vécu la même chute 2 fois. La même, exactement la même, à ceci près que la deuxième s'est faite au soleil, avec un sourire à côté de moi. La Thaïlande ne m'a pas donné une seconde vie. Elle m'a permis de finir de me détruire en croyant que je renaissais. Personne ne m'avait dit qu'on pouvait être en faillite 2 fois dans une seule existence. Personne ne m'avait dit qu'on pouvait perdre ce qu'on avait déjà plus. Et voilà, peut être la leçon la plus douloureuse et la plus précieuse que je puisse offrir. Une seconde vie ne se trouve pas à 10 000 kilomètres de la première. Elle ne se trouve pas dans la fuite, dans le soleil, dans le sourire d'une inconnue, dans la promesse facile d'un homme qui prétend vous aider. Une seconde vie se construit lentement, péniblement, là où l'on est, avec ce que l'on est, à partir de ses propres ruines. Ceux qui cherchent ailleurs ce qu'ils ont perdu chez eux ne trouvent jamais autre chose que la suite logique de leur propre histoire. Sylvain n'a pas trouvé une nouvelle vie en Thaïlande. Il a emporté son ancienne, avec toutes ses fragilités, et le pays s'est contenté de faire ce qu'il fait toujours avec les hommes qui arrivent dans cet état. Il a transformé sa fragilité en monnaie. Si vous envisagez de tout quitter pour fuir un effondrement personnel, écoutez bien cette dernière phrase. Vous êtes exactement le profil que ce genre d'endroit attend, non pas pour vous sauver, mais pour vous achever. Soignez votre vie ici, là où vous êtes, avant de croire qu'une autre vie vous attend là-bas. Car la première chose que vous emporterez dans vos valises, ce ne sera pas votre espoir. Ce sera vous-même. Et tant que vous ne serez pas réparé, où vous alliez, vous emporterez aussi votre chute.
Merci d'avoir écouté l'histoire de Sylvain jusqu'au bout. S'il y a parmi vous une seule personne que ce récit aura retenu au bord du vide, alors la honte qu'il a fallu vaincre pour la raconter aura valu la peine. Si ces histoires vous touchent, si elles vous éclairent, abonnez-vous à cette chaîne et restez avec nous. D'autres témoignages, d'autres vies, d'autres mises en garde vous attendent. Parce que derrière chacune de ces histoires, il y a un homme ou une femme qui a cru, comme vous peut être, que le bonheur se trouvait toujours ailleurs. Prenez soin de vous. Et ne partez jamais chercher au loin la réparation qui ne peut venir que de l'intérieur.